Les sites des organismes professionnels, les sites des laboratoires sont quand même relativement récents par rapport à Vetonet. Vetonet, j'insiste, c'est en gros le démarrage d'Internet, des communications par Internet, c'est dans les, disons, 90 à 95. Et Vetonet est apparu aussitôt. Donc c'est pour ça qu'il y a eu... bon, puis bouche à oreille a fait que les gens avaient besoin de communiquer, je crois. Et ils ont toujours besoin de communiquer. Surtout dans notre profession, on est des grands communicants. Comment? Ça devrait changer avec le nouveau code de déontologie. Ah oui, alors là, c'est un autre problème. On voit dans la liste des personnes qui avaient un lien très fort avec Internet, un nombre de autres, qui ont développé des sites qui sont aujourd'hui ou qui ont été des références. Je pense que Philippe Ferrard, on parlait de sites sur les gratte-ciels. C'était un montant de référence sur le sujet. Il y a le site rigolet.com qui a été vendu à l'époque, rigolet.com, on le connaît bien, quoi. Il a été racheté par une chanson. Voilà. On voit quand même un certain nombre de. Voilà, c'est comme. Des sites qui ne sont pas forcément professionnels vétérinaires, mais je veux dire, illustrer certaines, un certain nombre de confrères, illustrer une grande capacité de développer des choses pérennes. Oui, il y a Philippe Vidal, le Vetfi, qui, si je ne m'abuse, a fait un logiciel de gestion de cabinet vétérinaire. Il devrait être là. Ensuite, je sais pas, je revois des noms. Lurel aussi, qui devait être. Denis Avignon qui est au CSO. Oui, Denis Avignon, tout à fait. Le web pour oui, il y avait donc pas mal de. Et les vétérinaires ont toujours été assez précoces de savoir utiliser l'informatique. Je vous rappelle que les logiciels de gestion de cabinet vétérinaire ont démarré. Personnellement, moi, la clinique était informatisée depuis 84, donc ça fait 31 ans. Et des logiciels comme le logiciel Vetocom, qui est on peut dire le leader du marché, ou a été le leader du marché, a démarré en 87 ou 88. Donc on en est à plus de 25 ans je pense que les vétérinaires ont pris très vite le virage de l'informatique et de la communication via tout ce que permettait, tout ce qu'offrait l'informatique. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir invité. Si vous voulez une petite blague pour terminer. Une blague. Un sanglier rencontre un cochon, le regarde et lui dit « Ben toi, tu dois en baver avec ta chimio. » Bon, moi je rajoute aussi que je dois avoir dans mon garage un serveur. Et pour ceux qui voient de quoi il s'agit, on a tourné pendant pas mal d'années avec un Pentium 2 350 MHz avec un disque dur de 4 gigaoctets. Qui est quand même, qui à l'époque était vraiment une grosse spécialité. C'était vraiment un truc. Le serveur, en fait, tel qu'on avait, c'était une tour tout à fait ordinaire, qui était au pied, sous le bureau du principal correspondant, du technicien correspondant chez le client qui s'appelait Alain Bidot, à l'époque. Ça fait toujours Alain Bidot. J'espère, oui. Pour nous. Et c'est vrai que c'est un élément d'archive. Voilà. Sinon, je voudrais te dire, c'est vrai qu'on est parti du client en 2008, parce que, comme disait Francis, on est passé du statut d'association entre guillemets expérimentale à association entre guillemets institutionnelle, et on est passé d'une cotisation symbolique de 15 € par an aux clients, qui était simplement l'adhésion au client, oui.
a un statut d'hébergé, d'association hébergée par le client, et on passait à 150 € hors taxe par mois. Ça correspondait grosso modo au prix du marché. Mais voilà, on est passé 15 € par an à 150 € par mois. Et après, évidemment, c'est comme ça qu'on est allé chez Finette. Voilà, ils nous ont beaucoup aidé, notamment sur la récupération des infos, le paramétrage du niveau de serveur. Mais vraiment, bon, voilà, il faut vraiment avoir des partenaires. On est associatif, on n'a pas maintenant mais c'est vrai que c'est indispensable. Mais voilà, donc beaucoup de choses sont venues. On est actuellement aux alentours de bon an mal an 600 membres par an. Il y a pas mal de turnover. Ça, il faut le savoir. Hein. Les gens viennent, regardent, s'abonnent, adhèrent une année, et puis ils n'adhèrent pas forcément l'année d'après. Et justement, ces gens-là qui apparemment n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient ou ne savaient pas quoi chercher, donc il n'y a pas forcément invité à rester. Il ne faut pas oublier que quand on regarde un peu les discussions de l'Internet, on a grosso modo une quarantaine de personnes qui chatent régulièrement. On a vraiment l'impression que c'est un petit comité. Mais quand vous avez 40 personnes qui sont entre elles, il y en a peut-être 200, 300 qui suivent les discussions. Oui, dès le départ, ça c'est un truc qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait toujours beaucoup plus qui regardaient, qui suivaient, qui n'intervenaient pas et qui... ça, c'est toujours été. Je me rappelle, à l'époque, papa, il a eu ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, on n'est pas, c'est ce groupe de 40, 50, c'est vrai qu'on a parfois un peu entre eux. Et parfois, il faut penser que même si on discute entre nous, parce qu'on a l'habitude de se parler, il y a quand même 150, 200 ou 300 personnes qui suivent une discussion et on a l'impression qu'on qui parfois n'a pas trop envie de rentrer dans la... et puis de prendre une volée, même en posant, même sans s'intéresser dans une discussion existante, en lançant un sujet parfois anodin. Tu prends des réponses un peu agressives, enseignantes ou pas sur le sujet technique. Sur les deux temps, c'est quand même, si tu as 300 personnes qui bossent ne serait-ce que 2 minutes par jour, le soir sur le vidéo, il y en a plus tard. Heureusement, il y a un temps. Ça fait 80. De toute façon, c'est clair qu'il n'y aura jamais 300 personnes, il n'y aura jamais maximum de gens qui vont parler tous les jours. Ça, c'est clair. C'est pour ça aussi que, pour justement limiter un petit peu l'impact de ce que dit Luc Corbier, qui vient de parler, en fait, c'est pour ça qu'on a institué, et ça, c'est pas très vieux, la présentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait une demande d'adhésion à l'Econet, on entend. oui. Moi, je suis parce que tu parles beaucoup. Si, très bien, tout à l'heure. Voilà, oui, donc, non, c'est ça, on entend bien. On entend. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que, en fait, pour essayer de pallier un petit peu ce côté anonyme et non important, et d'arriver dans un système qui est déjà établi, c'est pour ça que depuis quelques années, et c'est pas si vieux que ça, il y a toujours eu des présentations. Oui, mais là, c'est automatique. Automatique, peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui demande l'adhésion à l'Econet, une fois qu'on a validé son état vétérinaire, eh bien, il est obligé de faire une présentation, parce que sinon il ne peut pas finir son inscription. Et dès le moment où on a validé la demande d'adhésion, à ce moment-là, la présentation est diffusée automatiquement à tout le monde. On sait qui arrive et on arrive à peu près à savoir qui c'est, parce que on a l'année de sortie, de quelle école, et c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on arrive à s'insérer dans un groupe qui n'a fait tout les familles. Quand vous êtes là depuis 10 ans, vous connaissez les gens, il y a un petit nouveau qui arrive, si on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas forcément qui arrive. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est quelque chose sur lequel on a vraiment essayé de travailler. L'insertion justement des nouveaux pour éviter justement qu'ils sont complètement précis pour arriver dans un groupe des gens. Les nouveaux qui arrivent, ils vont se faire France, des nouveaux pour la liste. Ce sont aussi des gens qu'on a connus, côtoyés ou qu'on peut voir par ailleurs. Donc,
sont entre guillemets nouveaux, mais on a plaisir à retrouver, moi dans tous les cas, plaisir à retrouver des contacts qui sont perdés. Bien sûr, mais les gens qui connaissent toi ne sont pas connus quelqu'un d'autre. Non, mais dans la somme, on est aujourd'hui plus de 500. Quelqu'un qui arrive, je pense que par définition, il a au moins dans les listes, au moins 10 personnes qui sont connaissent. Ne serait-ce que tes voisins ou des gens qui t'ont côtoyé sur un petit salon, un congrès. Ou à l'école. Ou à l'école, voilà, c'est mais à moi l'armée. Voilà. Pour ceux qui ont fait l'armée. Sauf qu'à moins d'aller voir la on ne sait pas si c'est la présence. Oui. Donc au moins, c'est le fait qu'il arrive qui fait que les personnes qui connaissent par ailleurs le contactent en disant bonjour, bienvenue, etc. On a eu récemment une vétérinaire espagnole qui est une nouvelle adhérente. On a déjà une espagnole connue, Elena, qui nous a dit bienvenue, et puis après qui a continué dans un niveau qu'on ne connaît pas, de talent, peut-être du, je sais pas, mais là, ce qui se passe, voilà, de côté des Pyrénées, Elena, je rigole, voilà, donc c'est ça en fait qui fait un petit peu la convivialité, c'est ce genre de choses qui fait qu'un nouveau venu ne se sent pas totalement fermé. Est-ce qu'il y a des Québécois? Il y en a eu, il y en a plus pour le moment. Je veux dire aussi peut-être qu'il y a eu une époque où on avait plus de coopération entre les écoles françaises et Saint-Étienne. Ouais. Et ce qui fait qu'on avait beaucoup de. Moi, dans ma promotion, il y avait beaucoup de personnes qui sont parties il y a 1 an ou 2 ans au Québec. Et il y avait beaucoup de, entre guillemets, Québécois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette coopération est moins intense que la vérité, on va dire, dans les années 90. Ouais. Mais c'est vrai que Déconnect, c'est une association francophone. C'était voilà, association des vétérinaires francophones sur Internet. C'est vrai que c'est important aussi de penser que les francophones, aussi des Suisses, aussi des Belges, aussi des espaces, aussi des Canadiens. Et c'est vrai qu'on avait, je ne sais pas si il y en a qui encore, le fameux Robin Ménès, qui est un dépôt qui bossait, je crois, pour un grand groupe d'agroalimentaire. Et qu'on a trouvé à droite à gauche, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Laos, etc. C'est vrai qu'on avait toujours des infos d'ailleurs. C'est sympa. C'est sympa. Voilà, c'est le genre de choses qui fait que les domaines, c'est avant tout, je pense, un lien social, un lien professionnel social. Pour moi, c'est au niveau des taux, le premier réseau social professionnel vétérinaire. On n'a pas d'équivalent en médecine, on n'a pas d'équivalent en pharmacie, ça n'existe pas. Il y a ou en cours dans une profession médicale ou paramédicale. En véto, c'est, à ma connaissance, en tout cas, la seule profession qui a cette outil. Je ne parle pas de groupe Facebook ou autre, mais vraiment quelque chose d'institutionnel, une association qui fait justement en gros des discussions, site internet, enfin bref, les projets qu'on peut avoir. Et sur le premier écran, il y avait justement une dérivation vers l'ordre national de façon à écarter les non-vétérinaires qui cherchaient, parce que le risque que l'on avait vu dès le départ, c'est que des personnes viennent chercher des recettes auprès de vétérinaires directement. Comment? Non, c'était pas le but justement, mais il fallait justement faire attention à ne pas tomber dans ce piège et à réserver vraiment Vetonet qu'aux vétérinaires et non pas que des non-vétérinaires puissent venir s'immiscer et essayer d'avoir des informations directement, comme c'était un peu malheureusement le cas de... On a été voir sur Internet et on a vu qu'ils arrivent avec le diagnostic tout près. Alors, pour continuer effectivement sur ce que je dis, il faut se souvenir aussi que l'objet social de Vetonet, et on a plus ou moins repris au niveau des statuts, les statuts précédents,
mentionnait bien que les domaines, c'était aussi une vitrine de la protection vers le grand public. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui a été volontairement, je pense, mis de côté et qu'il faudrait vraiment soit qu'on développe en disant, voilà, on vous présente un petit peu différents dépôts, le côté, non pas le côté officiel administratif, mais peut-être le côté plus sympa, montrer des vidéos de vélos qui travaillent en rural, en cuisine, en cabine, par exemple, pour peut-être susciter des pressions, et un petit peu d'autres choses. Ou carrément, ne plus faire mention de cet aspect communication de la santé. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui, à mon avis, va falloir trancher au moment de révision, par exemple, du statut, devrait se faire. Voilà. Le site internet, c'est vrai que je vois Francis en train de se promener sur le site internet. Bon, c'est vrai que ça a un gros avantage du site internet, c'est qu'il est coûtait. Oui. En revanche, la gestion des membres, savoir qui se soudait à la main, on ne savait pas qui était là, on avait voilà, c'était vraiment les pionniers et moi je suis admiratif pour la quantité de nombre d'heures à l'époque pour mettre à jour quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a essayé d'automatiser pendant depuis quelques années, mais à l'époque, moi je dis chapeau, hein. Chapeau. Bravo Francis. Oui, non, mais c'était surtout aussi parce que le client nous est venu, parce que on n'aurait pas eu le client, je pense pas qu'on aurait fait ça tout seul. À l'époque, je crois que c'est plutôt remercier le client. Ça a permis, on va dire, avec le maître de se constituer, de partir dans une direction qui est celle d'aujourd'hui, de ne pas être un groupe, il y a un groupe, de ne pas être ce qui aurait pu être, dans les clients, mais certainement ce serait constitué avec un groupe, c'est autre chose, sauf que ça n'existait pas à l'époque. Bah, c'était repris à l'époque ici, il y avait, c'était pas aussi, donc, le fond n'est pas le même. Et aujourd'hui, on a quand même un fond, c'est-à-dire que c'est une association unique de ça. Donc, il faut avoir un partenaire culturel, ce sont donc des valeurs, même si des valeurs parfois minuscules. C'est la valeur qui fait que, on va quotidiennement, on va la gérer, on va avoir un outil, quelque part. Et consiste à échanger entre nous des blagues, et si c'est pas que, les recettes, les méthodes. Juste une chose sur la fameuse clause, et préciser que le mec n'est pas censé sortir à l'extérieur de la situation. Ça parle quoi? Ça parlait au début, ça sortait parce que quand il y a eu des polémiques avec des laboratoires pharmaceutiques, c'est parce qu'il y avait des... Alors justement, on parlait de ceux qui participaient et de ceux qui étaient passifs, qui regardaient simplement. Et alors là, on savait très bien dès le départ qu'on avait les vétérinaires des laboratoires qui étaient passifs et qui n'intervenaient jamais sur les discussions, mais par contre qui enregistraient tout ce qui se passe et qui relevaient toutes les informations. Et c'est comme ça que de temps en temps, on avait des réactions assez vives des laboratoires. Hein. Alors, pour répondre plus particulièrement à ta question, cette clause est apparue dans mon statut en 2010. D'accord. Avant, c'était sous-entendu, mais ce n'était pas formalisé. Là, c'est dans le statut, tous les vétérinaires qui adhèrent à l'association doivent s'informer au statut. On sait que ça sort. C'est évident, les mecs sortent. Mais on essaie d'une part de limiter leur portée en disant que la moindre des choses, quand même, quand on sort un mec, c'est d'avoir l'accord de tous les participants de ce mail. Et effectivement, c'est de pouvoir se dire que si on ne chope pas un gamin dans son futur, eh ben, on se fait avertir, puis suspendre, puis virer. Très clairement. De toute façon, ça sort très très vite. Récemment, j'ai posé des questions sur l'efficacité du travail des conservateurs et culturels. Le lendemain, le délégué va m'appeler en me disant dans la France, c'est supérieur au c'est alors oui, c'est un peu gênant. On a fait chier, on va dire que ça a été grave à ton reprise. Il y a eu, et en plus, il y a quelques situations. Un épisode qui a été très violent, avec la remise en cause, notamment tu vas se rappeler, les autres, c'est beaucoup des puçages, des chiens.
il y a un certain nombre de débats autour, il y a eu des débats sur la liste qui ont amené, il me semble, au tribunal, des mémoires, des procès, parce que les débats ont amené des propos diffamants, ou jugés diffamants, ou perçus comme diffamants, et derrière, quelles que soient les positions prises par les uns et les autres, voilà, ça a été quand même très loin. Deuxième chose, il y a une affaire, moi je me rappelle que malheureusement, j'ai vécu, ça a concerné quand même le département où j'étais, je me rappelle plus de la crise SCO. Dans la crise SCO, nous avons organisé, dans tout cas, entre les agriculteurs et les gamins, une organisation pour se répartir l'eau de la crise, des conditionnements. On a échangé sur la liste à propos du déconditionnement. Bien sûr, on a parlé de ce que c'était du début, c'est du réel, et la liste était là, et on a moi je crois un laboratoire, suivant, et malheureusement on a échangé dans oui, c'est un peu monstrueux. il y avait l'avertissement de passer qui est intimé, donc les cas d'aller jusqu'à la faute grave. Non, c'était une faute, d'accord, une faute en termes de pratique, elle est remontée. C'est une information qui était utilisée contre une personne à sur la liste, salarié de l'entreprise. Bien sûr, il faut qu'on toujours, voilà, et là, par rapport à ça, c'est délicat. Ça ne paraît absolument pas. On aurait pu avoir lieu dans une autre lieu de réunion que le collègue, forcément. Bien sûr, mais l'impact de la discussion ouverte sur la liste, c'est que dans un autre lieu, là, on est sur de l'écrit. On fait par écrit une existence. C'est dit à l'oral, à ce moment où on ne dit pas qu'on enregistre, il n'y a pas d'existence. Donc voilà, ça a été, donc, c'est pour ça qu'on a toujours été à ces deux, comment dire, cet équilibre, pas facile à respecter, qui est, il faut avoir une liberté d'expression, et en même temps, veiller à ce que cette liberté est dans un périmètre, une section, que les gens qui sont en fait, qui sont rencontrés comme tels, et que les gens qui sont dedans ne sortent pas de ce qu'ils ont pu gagner comme information, au moins sans l'accord de. Et maintenant, je trouve que même fois sur 10, c'est n'a pas de conséquences, c'est comme la Même fois sur 10 n'a pas de conséquences, et une fois sur 10, une fois sur 100, ça peut avoir les gens en avoir une très grave, 5% des cas. Tu passes un peu par un délit qui n'est pas agréable, moi je pense que c'est pas. Tu poses une question à tes échos, et tu vas déguer dans la tête. Pas bien d'entendre par là, mais c'est pas grave. Par contre, les cas que moi je l'ai vécu personnellement, il y a un message sur une autre liste, là c'est dans le plan, il dit qu'il n'était pas donné, il s'était lâché sur le bon. Ah, j'ai fait ça. Je demandais des fois si je faisais le chômage en démissionnant ou un truc comme ça. Et ça avait choqué les vélos et moi je me suis fait lâcher sur le plan, je ne l'ai pas donné, parce qu'il y en a qui transféré pour regarder ce que je n'ai pas pensé dans mon semestre, mais je l'ai fait. Alors moi je peux vous dire que on désannonce une à deux bombes par an. Des vraies bombes. Bon, en général, c'est un dépôt qui dit du mal d'une institution, d'un labo ou d'un organisme commercial, qui se plaint auprès du conseil en disant je ne suis pas d'accord, il y a eu diffamation, est-ce que vous pensez qu'il y a remboursement, sinon on va le faire, etc. Là, il n'y a pas 36 000 solutions, on prend le téléphone, on appelle le dépôt qui a été un petit peu trop véhément, en disant bon, c'était sûr de ce fait, t'es vraiment sûr de bien penser dans tes passements, ça fait vécu comme notamment. Oui, bon, c'est vrai que je suis peut-être allé un petit peu loin. Bon, on rappelle après l'organisme concerné. Bon, voilà, je viens de l'avoir. Si vous allez un petit peu loin, et si vous faites des excuses, qu'est-ce que vous pensez faire? Bon, d'accord, si vous faites des excuses, on laisse tomber. On rappelle l'autre en disant bon, voilà, ils sont d'accord. Si vous faites des excuses, ça va pas plus loin. Voilà.
Donc, on les amorce comme ça. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des objectifs publics qui sont bonnes. Oui, il y en a une ou deux. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément, non, mais c'est pas forcément très mis en avant, si tu veux. On va pas dire, je me suis fait tacler par un tel, je présente mes études officielles, mais il y en a une. C'est souvent plus discret, mais ça rend tout le monde. Tout le monde se rend compte. C'est-à-dire que c'est pas non plus l'objectif. Non, mais voilà. Moi, vraiment, tu parles de 2 000 par an, bon, il n'y a pas. Mais parce qu'on est vraiment. Oui, non, mais je parle 20 fois les objectifs publics. Je rappelle avant le 23 juin. On est là. En tout cas, il faut savoir que c'est possible, que ce genre de forum peut avoir des... Et pour en revenir un petit peu sur les anecdotes, Il y a besoin de quelque chose. justement avec les délégués, il y a quelques années, on avait beaucoup ri quand même, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande d'adhésion, qui était monsieur, je sais plus comment il s'appelait, avec l'adresse mail du délégué d'un labo, et avec une année de promo qui était, je crois, 1931. En fait, pardon ? Non. C'était dans le 31, mais voilà. Voilà. En fait, bon, la personne peut détenir malheureusement quelques années, en plus. Donc, en fait, il y a une déléguée de labo qui n'a pas vraiment fait attention, qu'elle a été un peu sur la vidéo. Et quand on a été chassé pour ça, donc, c'est pas assez humoristique pour dire que, c'était bien qu'on fasse de la communication. Maintenant, si on fait la communication avec tout ça, ça vient à un autre niveau et qu'on ne savait pas comment taper les associations. Donc, on est vraiment très attentifs à ça. Voilà, des anecdotes, voilà, il y en a pas mal. Et actuellement, la vérification d'identité et de statut vétérinaire de la personne se fait de manière. Alors, pour le moment, il se fait manuellement. On a au niveau, bon là on n'est plus tout à fait dans l'historique de Vétonnet, hein. On est dans le fonctionnement de Vétonnet. Mais je vais pas répondre à ta question. En fait, on a un accord avec l'ordre pour utiliser le SAT, l'ordre, c'est-à-dire le dispositif d'authentification par rapport au code ordinal. On l'a pas mis en place parce que c'est pour développer une partie, c'est pas excessivement compliqué, mais c'est des choses qui sont en plus. On n'a pas un rythme d'adhésion, de demande d'adhésion qui est suffisamment violent pour qu'on soit vraiment obligé de faire ça. Et ça ne concerne que les vétérinaires français et inscrits à l'ordre. Alors, justement, dans la mesure où tu as un nombre de vétérinaires étrangers, comment est-ce que tu gères ça? Parce que francophone, c'est une chose, tu peux être francophone en étant d'origine espagnole. Et comment tu fais pour vérifier que la personne en question est bien réellement vétérinaire? Parce que tu n'as pas les accords en un diplôme. Oui, il y a professionnel. Tu demandes comment ils sont soit scanne sans photo. Le diplôme ou la carte professionnelle. Il reste beau. Ah, parce qu'il y a des belles. Ah non, et c'est vrai qu'on a parfois été obligé de demander des traductions, parce que par exemple, dans les pays qui s'appellent, souvent les diplômes sont en arabe, et on arrive toujours à trouver un méthonote, soit d'origine, soit avec dans les pays malades, et qui est capable de traduire en anglais, effectivement. On a un côté, quand on voit malgré tout l'empêche, c'est un 2 avec un tampon officiel derrière, on a chiffré qu'en arabe avec samedi matin comme ça. par principe, on va vraiment mais voilà, on vérifie systématiquement. Il va à 10 heures, par On exemple. a effectivement un certain nombre de personnes qui sont en attente de consommation et qui ne vont pas renvoyer des choses. Pour info, on a un professeur de Tunisie qui vient de s'inscrire il y a très peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est intéressant ce lien qu'on peut avoir avec Et voilà, il y a le vermifuge dedans. on a pris, on contribue à ce. Vétonnet contribue aussi à ce rôle de la francophonie de cette charge. Donc on est acteur de la. Vous avez
On avait beaucoup insisté sur le terme francophone dès le départ. À l'époque, On était très fiers, que ce soit avec les Canadiens ou avec même certains confrères qui étaient en Afrique, et puis les Suisses et les Belges, bien sûr. On avait beaucoup insisté sur de ne pas rester franco-français, de s'étendre tout de suite à la francophonie. Ça avait été presque instinctif dès le départ. Mais pour revenir au laboratoire, il faut savoir qu'on avait eu, moi je me souviens avoir été sollicité par des laboratoires, par des délégués, par des non-vétérinaires qui voulaient s'inscrire sur VétoNet. Et il fallait refuser, on voulait éviter. On sentait très vite, on a senti que les laboratoires étaient très intéressés de suivre ce qui se passait sur les listes, de façon à voir un petit peu ce qu'on pensait d'eux ou ce qui... Comment? C'est encore le cas, mais... Alors, c'est encore le cas, effectivement. Moi, je distingue quand même, au niveau des laboratoires, il y a deux types de vétérinaires de laboratoire. Il y a ceux qui sont là uniquement pour écouter ce qui se passe sur leurs produits, et qui effectivement relaient l'information au niveau des commerciaux, et il y a ceux qui participent activement aux discussions. Ces gens-là, par exemple, que ce soit Laurent Claus, que ce soit Olivier Guillaume, que ce soit Fabrice Coulon, c'est des gens qui font souvent chef de projet, ou chef de BU, responsable de BU, c'est des gens qui effectivement, ou co-gérants, qui sont des gens qui sont très impliqués dans leurs travaux, mais ce sont des gens qui participent aux discussions, qui apportent de l'information de manière technique. Bien sûr, on peut participer, mais ils ne font pas, et je pense que je ne pense pas être associé de l'attaque en disant ça, qui ne font pas de la retape pour leurs produits. C'est des gens qui apportent de l'information technique sur des sujets qu'ils connaissent. Et ça, vraiment, ça, pour moi, je fais la part des choses entre ces deux catégories de l'industrie. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on les rencontre dans tous les organismes professionnels. On en rencontre également au GTV, voilà, par exemple, la VAC ou autre, ou la VEF, on avait toujours des deux types, comme tu disais, Jean-François Ravier. Oui. Ouais, il est là depuis... Bonjour Jean-François. Jean-François, oui, ça me rappelle des bons souvenirs avec Jean-François. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions alors par chat, on va regarder s'il y a des questions par chat. Alors la première question par chat, c'est des problèmes de son. Voilà. Après je regarde notamment des questions techniques sur le haut-parleur, sur le fait qu'on ne parle pas très fort ici. Voilà. Et que je pense qu'il faut qu'on ait une règle du jeu. Peut-être différente même avec le micro. Il y a effectivement oui, donc on rapproche un petit peu. On rapproche le micro au centre tout à l'heure. Je l'ai tourné, mais on va essayer de le faire on le faire sur plusieurs. Je vous laisse la place, Monsieur le Président. Oui, mais je vais l'aller tout de suite à quelqu'un d'autre. Donc, un grand merci. Alors, un grand merci à Francis Durand, un des cofondateurs de VétoNet, qui a été aussi secrétaire pendant un certain nombre d'années, pour nous avoir un petit peu parlé de l'historique. Et c'est vrai qu'on construit bien son avenir si on arrive à savoir d'où on vient. Bien, je vais laisser la parole maintenant à Hugues Cordier. Hugues Cordier est un